Alors, dans ce nouveau chapitre, on va s'intéresser à ce qui fait qu'une réaction va avoir lieu ou ne va pas avoir lieu. C'est ce qu'on appelle la spontanéité des réactions chimiques. Alors, pour pouvoir parler de ça, il va falloir revenir un peu en arrière, mais c'est un chapitre qu'on n'a pas fait l'année passée avec le confinement. Et donc, il va falloir parler d'énergie. Normalement, vous en avez parlé un peu quand même, on en a parlé un tout petit peu, mais ça va dépendre des classes. Donc l'énergie, c'est une chose qui est stockée dans les molécules et qui va permettre aux réactions, enfin qui va voyager entre les molécules pendant une réaction. Alors il y a deux types de réactions au niveau énergétique. Les réactions qui sont exothermiques, dans lesquelles on entend exo extérieur et thermique chaleur, qui sont des réactions lors desquelles de l'énergie va être produite. Et on a des réactions qui sont endothermiques, endo à l'intérieur, thermique toujours chaleur, qui sont des réactions qui ont besoin d'énergie pour avoir lieu. Alors, je vous donne un exemple. La réaction de la photosynthèse, par exemple. La photosynthèse, vous savez tous que c'est 6CO2 plus 6H2O et que ça se transforme en glucose C6H12O6 plus 6 oxygène. Qu'est-ce qu'il faut pour que la photosynthèse ait lieu? Qu'il y ait de la lumière du soleil qui soit captée par les plantes pour que ça puisse avoir lieu. Et bien ici, si j'enlève le soleil, qu'est-ce qui se passe? Si j'enlève ce soleil, la réaction n'a pas lieu non plus. Donc c'est ce qu'on appelle une réaction qui est endothermique. Elle a besoin d'énergie pour avoir lieu. À l'inverse, si on brûle par exemple de l'essence dans une voiture, C8H18 plus de l'oxygène qui donne 8 CO2 avec 25 demi-oxygène. La réaction de combustion de l'essence dans la voiture, eh bien, pourquoi est-ce qu'on brûle de l'essence dans la voiture? Pour avoir de l'énergie pour que la voiture avance. Donc, elle dégage de l'énergie. La combustion dégage de l'énergie. Donc une réaction va soit dégager de l'énergie, par exemple les explosions, soit absorber de l'énergie pour avoir lieu. Si on prend un exemple qui n'est pas vraiment une réaction chimique, mais c'est pour l'illustrer, si vous essayez de faire cuire un œuf, qu'est-ce que vous devez faire absolument pour pouvoir cuire votre œuf? C'est allumer le feu en dessous de la poêle, sinon vous pouvez toujours attendre, la réaction n'aura pas lieu. Donc dans les réactions exothermiques, il faut qu'il y ait de l'énergie qui va être dégagée. Dans les réactions endothermiques, il faut fournir de l'énergie pour que ça ait lieu. Alors, les réactions vont être caractérisées par un delta H. Un delta H, c'est ce qu'on appelle une différence d'enthalpie. Et si cette différence d'enthalpie est négative, c'est une réaction qui est exothermique. Si cette différence d'enthalpie est positive, c'est une réaction qui est endothermique. Voilà, on va se contenter de parler de ça pour le moment. Alors, les réactions exothermiques, du coup, normalement, vous aurez compris que la réaction qui est exothermique, elle va avoir tendance à être spontanée. Pourquoi? Parce que si vous avez la voiture qui brûle, par exemple, l'énergie va naturellement être produite par la réaction. Alors que la réaction endothermique, on dit qu'elle est non spontanée, parce que vous devez fournir de l'énergie au système. Donc on a
deux types de réactions. En réalité, il en existe une troisième qui est la réaction athermique, mais elle ne nous intéresse pas ici. Les réactions exothermiques qui vont être spontanées et les réactions endothermiques qui vont être non spontanées. Pour le moment, à chaque fois qu'on a écrit une réaction chimique, on avait écrit que A réagissait avec B pour donner C, ou C plus D ou E, mais ça on s'en fiche. Mais ce qui est important ici, c'est que jusqu'à présent, on avait écrit ceci, c'est-à-dire des flèches qui allaient exclusivement vers la droite. Et bien en réalité, on vous a un peu menti jusqu'ici, parce que la plupart des réactions sont ce qu'on appelle des réactions d'équilibre, c'est-à-dire qu'en fait, on a des réactifs qui se transforment en produits, et parallèlement à ça, des produits qui se retransforment en réactifs. C'est ce qu'on appelle une réaction d'équilibre, qui va donc dans les deux sens. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? Eh bien parce qu'on vient de voir, dans le chapitre début janvier, qu'il y avait un premier facteur qui était le fait qu'une réaction soit exothermique ou endothermique. Le fait d'avoir une réaction endothermique va générer une réaction qu'on va déterminer comme non spontanée. Pourquoi non spontanée? Parce qu'en fait, si la réaction a besoin d'énergie, elle ne peut pas se faire toute seule. C'est un peu l'histoire de mon œuf sur le plat pour repartir à des bases qu'on connaît tous. Si je mets un œuf dans ma poêle sur le feu et que j'allume pas le feu en dessous, je peux toujours attendre qu'il cuise. Il ne va pas cuire. Pourquoi? Parce que c'est une réaction qui est endothermique, elle a besoin d'énergie. Donc si je ne fournis pas cette énergie, elle ne peut pas avoir lieu tout seul. A l'inverse, une réaction qui est exothermique, eh bien, elle va avoir tendance à être spontanée. Exemple, si j'ai une marmite d'eau que j'ai chauffée, que je laisse refroidir, donc de l'eau chaude qui redevient froide, c'est une réaction qui est exothermique, vu que si vous mettez vos mains sur la casserole, vous allez aspirer la chaleur de l'eau jusqu'à ce qu'elle redevienne froide. Eh bien, le fait d'avoir une réaction exothermique, c'est une réaction qui va être spontanée. Une combustion par exemple, alors on est d'accord que ça ne veut pas dire que la réaction va avoir lieu toute seule comme par magie. Ça veut simplement dire qu'une fois que la réaction est lancée, elle va continuer à avoir lieu, alors qu'une réaction endothermique, si vous la lancez, si je lance la cuisson de mon œuf et puis que je coupe le feu en dessous, elle va s'arrêter automatiquement. Donc ça, c'est un premier facteur de spontanéité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, les réactions exothermiques sont spontanées, les réactions endothermiques sont non spontanées. Jusque-là, normalement, vous devriez me suivre. Oui, mais ça marche, sauf pour la réaction numéro 3, où on vous dit que la réaction est spontanée, mais que la réaction est endothermique, et pour la réaction numéro 7, ou même chose, on vous dit qu'elle est spontanée, et pourtant on a une réaction qui est endothermique. Alors comment ça se fait? C'est parce que vient s'ajouter au premier facteur un deuxième facteur de spontanéité. Donc j'avais le premier, c'est l'énergie. Et bien j'ai un deuxième facteur qui vient s'ajouter. Et ce facteur de spontanéité, c'est ce qu'on appelle le désordre. Le désordre ou l'entropie. Pour ceux qui auront un cours de chimie à l'Uni, vous parlerez sûrement d'entropie. Ici, on parle d'une version relativement simplifiée de l'entropie, et donc on va parler juste du désordre. Alors, qu'est-ce que c'est que le désordre en chimie? Eh bien, le désordre, donc ça, c'est simplement l'explication endo-exo. Le désordre, pour passer ici, eh bien, le désordre, il est plus important dans un gaz que dans un liquide, que dans un solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un solide, si vous vous rappelez vos cours de première, deuxième, dans un solide, les molécules, elles sont fixes l'une par rapport à l'autre, elles sont bien rangées dans le solide et elles ne bougent pas, elles peuvent tout juste vibrer sur elles. Quand on fait fondre un glaçon et qu'on se retrouve avec de l'eau liquide, eh bien dans l'eau liquide, les molécules sont capables de tourner et de rouler les unes au-dessus des autres, et donc le liquide va être déformable et prendre la forme du contenant, donc c'est un désordre qui est plus important que le solide. Et enfin, si on pousse à l'extrême jusqu'au gaz, eh bien dans un gaz, il n'y a plus d'ordre du tout. Pourquoi? Parce que
les molécules vont avoir tendance à s'éloigner pour prendre le plus de place possible. Donc on dit que quand on passe de solide à liquide à gazeux, on a ce qu'on appelle une augmentation du désordre. Ce désordre est donc le deuxième facteur de spontanéité. Naturellement, le système va toujours aller vers un désordre plus grand. Donc spontanément, le système va toujours vers un désordre plus grand. Alors comment est-ce qu'on calcule ce désordre? On va regarder si le nombre de moles de gaz, le N petit g, donc le nombre de moles de gaz, augmente ou diminue. Donc si le nombre de moles dans les produits, donc j'ai réactif vers produit, si j'ai plus de gaz dans les produits que dans les réactifs, ça veut dire que mon nombre de moles de gaz a augmenté. Ça veut donc dire que mon système sera spontané d'un point de vue du désordre. Si par contre le nombre de moles de gaz diminue, alors j'ai un système qui va être non spontané. On regarde bien le désordre que par rapport au nombre de moles de gaz. Donc si ça passe de solide à liquide ou de liquide à solide, ça n'intervient pas. Donc on prend bien en compte que le nombre de moles de gaz. Et donc en fait, avec ce deuxième facteur, ça explique que le fait que donc l'évaporation de l'éther, c'est quand on met donc l'éther, c'est une substance qu'on utilise pour soit enlever le collant des sparadraps ou pour désinfecter les blessures. Ça marche avec l'alcool aussi. Si vous vous désinfectez, qu'est-ce que vous avez comme sensation? Vous avez la sensation que c'est froid. Pourquoi est-ce que vous avez la sensation que c'est froid? Parce que la molécule que vous mettez sur votre peau va prélever la chaleur de votre main pour pouvoir passer à l'état de vapeur. Donc j'ai de l'éther qui est liquide, qui passe à l'état de gaz, et pour passer de liquide vers gazeux, c'est une réaction qui est endothermique. Normalement, l'eau, quand elle est liquide, pour qu'elle passe à l'état de gaz, vous avez besoin qu'elle soit chauffée. Eh bien, en réalité, si je prends un verre d'eau sur ma table de nuit pour aller dormir et que je l'oublie là pendant une semaine et que je ne bois pas dedans, l'eau va quand même s'évaporer malgré le fait qu'elle n'est pas en train de bouillir à côté de mon lit. Pourquoi? Eh bien parce que c'est exactement la même chose qui se passe. De l'eau liquide va être en équilibre avec de l'eau qui est sous forme gazeuse et va avoir quand même tendance à s'évaporer, alors que en réalité, la réaction est endothermique. Donc malgré le fait que la réaction soit endothermique, que je devrais chauffer pour qu'elle ait lieu, le fait que j'ai une augmentation du désordre va faire que la réaction va quand même avoir envie de se faire. Ici, même chose, si vous regardez cette réaction-là, j'ai du solide et de la queue, et ici j'ai 2 moles de gaz, donc j'ai une augmentation du désordre aussi. Donc malgré le fait que ma réaction soit endothermique, la réaction va quand même avoir lieu. Si on implémente et qu'on croise ces deux facteurs de spontanéité, on va arriver à un tableau à double entrée qui ressemble à ce que vous avez ici, qui va faire que on arrive à 3 types de réactions chimiques. Alors, le signe du delta H, donc ça veut dire quoi? Si le signe est plus, ça veut dire que la réaction est endo. Si le signe est moins, ça veut dire que c'est exo. Le signe du delta Ng, le delta Ng, c'est la différence de nombre de moles de gaz entre après et avant. Donc si cette différence de nombre de gaz est positive, ça veut dire que j'ai une augmentation du désordre. Et si elle est négative, ça veut dire que j'ai une diminution du désordre. Pour traduire les plus et les moins qui n'ont pas beaucoup de sens d'être là, mais le schéma était joli, il me plaisait. Donc ça veut dire que, en gros, si j'ai une réaction endothermique qui ne veut pas se faire, avec une diminution du désordre, je vais arriver à ce qu'on appelle une réaction qui est impossible. Alors ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction, elle n'aura jamais tendance à se faire si vous ne faites rien d'autre. Donc ça ne veut pas dire que la
la réaction ne se fera jamais. Ça veut juste dire que toute seule, si vous ne fournissez pas d'énergie, que vous allumez pas une lampe en dessous ou quelque chose, voilà, elle va pas avoir lieu. Le cas opposé, c'est quand on a une réaction qui est exothermique avec une augmentation du désordre. Là, j'ai ce qu'on appelle une réaction qui est complète. Une réaction qui est complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire une réaction qui va avoir tendance à se faire complètement sans que vous n'interveniez. Exemple, c'est le barbecue qui brûle. Une fois que votre feu est lancé, et bien quand vous revenez, qu'est-ce qui reste dans votre barbecue? Il ne reste que des cendres et plus rien d'autre. Pourquoi? Parce que la combustion est une réaction qui est exothermique et qu'elle produit du CO2 et de l'H2O, dont le CO2 est gazeux, et donc vous avez une augmentation du désordre. Dans les deux autres cas, c'est-à-dire en gros quand on a les deux facteurs qui s'opposent, ça veut dire un facteur qui donne à la réaction une envie de se faire et l'autre facteur qui dit à la réaction non, 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 tu veux pas te faire, on arrive à ce qu'on appelle, et à ce qui nous intéresse ici, à un état d'équilibre. Donc si la réaction est endo mais que j'ai quand même une augmentation du désordre, ou si la réaction est exo avec une diminution du désordre. J'arrive à un système d'équilibre. C'est ce fameux système où j'ai A plus B qui va me donner avec une double flèche C. Donc si je mets une double flèche, ça signifie que j'ai une réaction d'équilibre qui a lieu en même temps dans les deux sens. Alors, juste comme ça, vous le savez, ça va s'écrire réaction et d'équilibre. Ce sera comme ça à partir de maintenant, parce que vous savez que je déteste écrire. Donc, ça veut dire équilibre. Donc, les réactions d'équilibre, elles n'ont pas lieu dans tout et n'importe quoi. Elles ont lieu, les réactions d'équilibre, elles vont s'établir dans un système qui est fermé et pas dans un système qui est ouvert. Pourquoi? Parce que quand le système est ouvert, l'équilibre va être perturbé, on verra ça après dans les déplacements d'équilibre, et donc l'équilibre de la réaction va pouvoir changer. Donc les réactions d'équilibre, elles ont forcément lieu dans un petit pot qui est fermé. Un milieu qui est donc fermé avec lequel vous pouvez avoir des échanges d'énergie mais pas d'échanges de matière. Alors l'exemple par excellence, c'est la bouteille d'eau qui est fermée dans laquelle vous buvez et que vous laissez dans votre cuisine ou sur votre bureau ou sur votre banc. Si vous regardez sur cette bouteille d'eau, vous avez des petites bulles d'eau qui collent à toute la paroi, normalement de la partie aérienne de l'eau, et qui recoule et qui retourne dans l'eau liquide. Alors pourquoi? Bien parce que l'H2O, donc qui est ici liquide dans mon eau et qui passe à l'état de vapeur, d'accord, cet H2O, d'un point de vue énergétique, donc d'un point de vue exothermie et endothermie, l'eau qui est vapeur va avoir tendance, une fois qu'elle n'a plus d'énergie, qu'elle n'est plus chauffée, à retourner à l'état de liquide. Donc d'un point de vue énergie, la réaction qui a lieu spontanément est la réaction qui est exothermique et c'est la réaction qui va vers la gauche. Mais d'un point de vue désordre, cette fois, eh bien l'eau qui est liquide et qui est donc bien rangée dans son petit pot, elle préfère aller vers un état de gaz parce que le désordre augmente. Donc ça veut dire que j'ai une réaction chimique qui a tendance à aller dans les deux sens. J'ai une réaction qui pousse vers la droite, à transformer l'eau à l'état de vapeur, et j'ai une réaction qui la pousse vers la gauche, à faire redevenir l'eau à l'état de liquide. Et donc ça donne que dans un milieu qui est fermé, dans ma bouteille d'eau, j'ai une partie d'eau liquide et une partie d'eau qui est ici gazeuse, donc pas gazeuse l'eau pétillante, gazeuse vapeur, et j'ai cet équilibre avec la réaction qui va à la droite, vers la droite et vers la gauche. Alors, on appelle ça doit être mis quelque part après, un équilibre qui est dynamique. Alors, dynamique, ça veut dire quoi? Dynamique, ça veut dire qui bouge. Parce que si vous regardez sur votre bouteille, eh bien les petites gouttes de vapeur qui se condensent sur la paroi et qui retombent dans l'eau, elles reforment de l'état liquide. Mais étant donné que l'équilibre
fait que la réaction a lieu vers la droite et vers la gauche à la même vitesse. À chaque fois que j'ai une molécule qui se transforme en vapeur, j'ai en même temps une molécule qui se retransforme en eau liquide. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un équilibre dynamique, parce que même à l'état d'équilibre, la réaction a toujours lieu. Donc vous n'allez pas la voir à l'œil nu. Si vous regardez votre bouteille d'eau, vous ne voyez pas les petites molécules qui s'envolent et celles qui retombent dans l'eau. Mais en réalité, vous avez à chaque instant des molécules qui passent à l'état de vapeur et des molécules qui repassent à l'état liquide. C'est ce qu'on appelle un équilibre qui est dynamique. Donc il n'y a plus que les concentrations, la quantité. Donc les quantités d'H2O liquide et d'H2O gazeuse sont fixes dans le temps. Donc les concentrations sont fixes, mais par contre, l'équilibre est dynamique, ça veut dire qu'à chaque fois que j'en ai une qui monte, j'en ai une autre qui descend.